Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans cette émission Vérité de fait. Aujourd'hui, nous allons parler de la sortie officielle de l'Union Sacrée qui aura lieu samedi 29 au stade des Martyrs. Et on parlera aussi de la gouvernance, des actions de masse qui est en train d'être fait. Il y a eu séminaire de membres du gouvernement. Ça semble rassurer. Dans l'opinion, il y en a qui semblent être dubitatifs quant à l'action de ces gouvernements, vu les temps impartis avec le processus électoral qui semble plomber l'air botte. Alors pour en parler, nous avons ici sur ce plateau le docteur Patrick Bala. Il est personnalité politique. Docteur, bonjour. Bonjour monsieur. Bonsoir. Christopher. Bonsoir. Comment allez-vous? Bon, à merveille, on tient le cap. Alors la spécificité de docteur Patrick Bala, c'est les Congolais qui a été retenu, enlevé, détenu par l'armée rwandaise et qui a été échangé contre la vie de 2 militaires rwandais. Parlez-nous de cette expérience. Ah ouais, une expérience douloureuse, malheureuse, mais en même temps elle est glorieuse. Elle est glorieuse parce que pour moi j'ai toujours pensé que c'est un des styles qui peut permettre aux Congolais de se rassurer qu'ils sont capables de changer les choses par eux-mêmes. Bon, bien sûr qu'avec la répétition de bêtises de Kagame à l'Est, dans l'Est de la RDC, chaque fois il y a des incursions, il s'amuse, il s'en va, mettant en mal la vie des Congolais, plusieurs femmes en errance, plusieurs familles en errance, des cas de viol, des cas de pillage de nos ressources naturelles, bref, une déstabilisation totale de la région de l'Est depuis des décennies, faisant en sorte qu'il est arrivé même au paroxysme de l'impossible, c'est-à-dire arriver à pouvoir infiltrer toutes nos institutions, partant du sommet jusqu'au bas, faisant en sorte que le Congo était devenu, on dirait, l'appendice du Rwanda. C'est-à-dire nous vivions sous commande de M. Kagame de manière implicite sans nous rendre compte. Heureusement qu'il a fallu qu'il y ait un homme fort, en la personne du président Félix Tshisekedi, qui est parvenu à déboulonner, comme il avait dit, il devait déboulonner le système. Il a commencé à l'intérieur, mais il a trouvé que ce système n'avait pas ses racines en République démocratique du Congo. Ses racines étaient à l'extérieur, plus particulièrement au Rwanda. En allant vers le Rwanda, il a découvert réellement qu'il y avait des problèmes. Et en tenant le taureau au cornes, il est parvenu aujourd'hui à démasquer totalement Kagame, à défaire totalement Kagame. Ce n'est pas encore fini. C'est un combat louable, dur, difficile, qui exige à ce que tous les Congolais mettent la main à la pâte, soutenir le chef de l'État dans le combat, parce que ce n'est pas son combat à lui seul, c'est un combat contre le Congo. C'est le Congo qui est menacé, c'est le Congo qui est en danger, c'est le Congo qui est dans un risque. Alors, face à ce combat-là, il faudrait que tous les Congolais comprennent qu'on n'a pas besoin de parler d'ethnie, qu'on n'a pas besoin de parler de partis d'obédience politique ou d'obédience religieuse. Aujourd'hui, c'est le Congo qui est en danger. Si le Congo est en danger, c'est-à-dire vous et moi, nous sommes en danger, avec le risque d'être demain esclaves de ces gens-là, avec le risque d'être demain peut-être en exil, regardant le Congo de loin. Donc, ça doit nous interpeller dans ce sens où nous sommes montés au créneau pour dire non à M. Kagame, pour dire trop c'est trop, que cette fois-ci, ça doit être la dernière, que ça soit la dernière fois de pouvoir piétiner sur le sol congolais. Mais cela devait aussi nous interpeller en tant que peuple, en tant que dirigeants, en tant que responsables, que nous puissions aussi jouer de notre poids. Parce qu'il ne faut pas seulement compter de l'extérieur, il faut compter d'abord sur nos propres énergies, sur nos propres efforts afin de changer les choses. Et sur ça, Kagame n'était pas content de moi. Il s'est mis à mes trousses jusqu'à ce que j'ai fui enlevé et déporté jusqu'à Kigali, où j'étais enfermé, séquestré pendant 6 jours, sans boire, sans manger, sous mes notes, dans une cellule où je ne pouvais pas dormir. Exigu. Au exigu, c'est dire avec une porte qui était en forme de grillage où vous prenez tout l'air de l'extérieur pendant 6 jours et torturé sérieusement parce que le souci était de savoir pourquoi est-ce que je le faisais et que je parvenais à le faire même au Rwanda. Quel était ce courage-là que j'avais? Pour moi, j'ai dit,
cette fois-ci, nous disons que ça doit être la dernière fois. Il faudrait le rappeler, vous étiez parmi les pionniers à affirmer, le premier à affirmer que cette agression est rwandaise, alors qu'à l'époque, le gouvernement avait difficile à le dire clairement. Oui, parce que pour nous, on trouvait que le gouvernement tâtonnait. Le gouvernement tâtonnait. Nous étions obligés de donner l'information et la vraie. Parce que, étant responsable politique, nous avons des gens sur toute l'étendue de la province, pas seulement la République, sur toute l'étendue de la province. Ce sont ces gens qui vous donnent les feedbacks de ceux qui sont en train de vivre sur terrain chaque fois. On vous envoie des images, on vous dit, président, par exemple, ici on vient de voir ceci. Parce que les Rwandais n'ont pas commencé du coup, ils ont commencé avec certaines incursions qui faisaient en sorte qu'ils traversaient le matin et rentraient le soir. Les villages environnants qui partent au-dessus de Goma, vous avez le territoire du Niragongo jusqu'à Rutshuru, on les voyait traverser et rentrer. Et quand la société civile montait au créneau, personne n'écoutait cette société civile. Et quand ça maintenant bardé, c'est alors que les gens se sont rendus compte qu'on était en train de dire qu'on disait la vérité. Alors, c'était devenu un problème sérieux. Nous avons fait plusieurs émissions, plusieurs activités populaires appelant la population à barrer la route à M. Kagame et ses acolytes, parce que pour nous, le M23 n'existe pas et n'existe plus. Parce que le M23 avait été défait, ça vous le savez, en 2013. Nous avons eu, si j'appellerais ça une opportunité, l'audace en plein studio avec les M23. On a discuté, nous leur avons demandé de quitter Goma. On a discuté, on n'a pas fui les M23. Parce qu'il faudrait que les jeunes, que les Congolais comprennent que si nous voulons défendre la patrie, il faudrait qu'on puisse d'abord tuer le premier ennemi, c'est la peur. Si on parvient à surmonter la peur, on va vaincre l'ennemi. Nous avons bravé cette peur face au M23 dans la ville de Goma. Et ils étaient partis finalement. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va craindre ces gens. Donc il est possible de changer la donne avec nous-mêmes, par notre courage. Vous avez bravé la peur, vous avez payé le prix fort. Être détenu à Kigali, c'est sans espoir de revivre. Vous êtes rentré aujourd'hui. La question que j'aimerais vous poser avant de vous laisser continuer, déjà à l'époque, n'aviez-vous pas peur des retombées qui pourraient découler de cette histoire? Moi, je pense qu'un vrai combattant, et puis leader, doit avoir en lui une vision. Pourquoi je me bats? Et je me bats pour protéger ma famille, mes enfants? Je ne pense pas. Quand j'entre dans un combat loyal, parce que pour moi il est loyal, c'est un sacrifice, c'est une abnégation pour le profit de la communauté. Je me dis que plusieurs ont combattu pour qu'on ait ce Congo. Je pense à Kipavita, je pense à Lumumba, je pense à Mwambika Moulaya, je pense à Mzee Kabila, je pense à Etienne Tshisekedi, à Luc Kouloula. Il y a beaucoup, aussi Mukendi, tous ces gens, ils se sont battus pour nous. Donc nous avons l'obligation de pouvoir asseoir le fruit de ce combat. Quel est le fruit du combat de Patrice Emery Lumumba aujourd'hui? Vous pensez que si Patrice Lumumba revenait aujourd'hui, serait-il l'homme heureux? Je ne pense pas. Nous n'avons pas matérialisé, nous n'avons pas concrétisé le sens de l'indépendance pour laquelle il s'était battu. Vous voyez un peu le combat que nous avons en nous. Alors quand on s'engage dans pareil combat, on s'est dit on a des objectifs à atteindre. C'est permettre le bien-être collectif de ce Congo. Parce que moi je pense, je crois et je reste persuadé qu'il est possible que le Congo soit une puissance africaine et une puissance mondiale. Qu'est-ce qui nous manque au Congo? Le génie, nous l'avons. Les potentialités naturelles, tout nous avons au Congo. Qu'est-ce que nous manque? Qu'une seule chose, l'amour de la patrie. Si cet amour est assis, si cet amour prend ses racines à la République démocratique du Congo, même les États-Unis craindront le Congo. Ça, c'est une vision que j'ai. Je suis convaincu que c'est possible que ça se fasse. Mais alors, quand je me lance, je me dis, dans cette vision, certainement il y a des risques, certainement il y a des menaces, certainement il y a des obstacles, certainement il y a des contraintes. Mais que dois-je faire pour contourner ces menaces, ces risques et ces contraintes? Et même si ça arrivait, est-ce que le combat sera nul? Il ne doit pas être nul. Pourquoi? Parce que durant notre lutte, nous formons plusieurs. Donc si vous avez Dr Patrick Bala en face de vous, il n'est pas le seul. Il y a plusieurs Dr Patrick Bala qui réfléchissent plus que lui, qui sont plus engagés que moi-même. Vous comprenez? C'est pour dire qu'après nous, il faudrait qu'il y ait une relève. Ce qui n'existe pas en politique en RDC. Vous comprenez? Donc, il nous faudrait pour nous, nous pensons avec la nouvelle classe politique aujourd'hui, cette nouvelle génération doit amener ce que j'appelle la régénérescence
politique. Donc on a un homme politique modèle, nouveau, un autre style de politique. De 60 aujourd'hui, mon frère Christopher, avons-nous avancé ou avons-nous reculé? Le débat politique, est-ce un débat de développement, de refondation, de redynamisation ou de recul et de bas de pâquerette? Nous sommes au bas de pâquerette. Docteur Patrick, vous êtes dans votre pays, mais cependant vous appartenez à un coin, vous habitiez à un coin avant d'être enlevé par Kigali. Aujourd'hui vous êtes à Kinshasa. Avez-vous retrouvé votre vie normale, femme et enfants? Comment vous vous sentez? Vous êtes bien sûr dans votre pays, mais est-ce que vous avez retrouvé votre vie d'avant ou soit votre ancienne vie vous manque? Je n'ai pas encore fait ce recouvrement. Il n'est pas encore fait. Ça fait 10 mois. Imaginez-vous, 10 mois, c'est parmi les choses que je déplore. Personnellement, je déplore ça. Si les Rwandais m'ont considéré, parce qu'ils m'ont craint jusqu'à un point, ils ont considéré que c'était un vrai combat que je menais. C'était un grand combat. Si les Rwandais pouvaient reconnaître, si mes compatriotes aujourd'hui me considèrent héros vivant, c'est comme ça qu'on m'appelle maintenant à Goma, héros vivant. Ce que tu as fait, plusieurs ne peuvent pas le faire. Vous comprenez? Tu es un héros. Et comme tu vis, tu es un héros vivant. Si ces gens le reconnaissent, mais il faudrait que les institutions aussi les reconnaissent. Parce que si je suis ici à Kinshasa, c'est parce que le président de la République a décidé que je sois à Kinshasa. On m'a amené à Kinshasa, je suis à Kinshasa. Mais alors, si je suis déconnecté de chez moi, il faudrait qu'il y ait une prise en charge. Malheureusement, qui ne vient toujours pas. Je patiente, j'attends. 10 mois, peut-être c'est peu pour eux, mais pour moi c'est trop. Pour ma famille c'est trop. Pour les miens, c'est trop. Mais ça ne m'empêche pas de continuer mon combat. Partout où je suis, ça c'est la priorité. C'est mon combat. Kagame et moi, ce n'est que le commencement. C'est le combat. Parce que pour moi, je propose, je ne pose pas, que la fin du combat, pour avoir la paix dans la région du Grand Lac, le meilleur astuce, c'est de frapper le Rwanda. Frapper et frapper sérieusement. Il faut une guerre d'annexion du Rwanda. Comme le Rwandais aime le Congo, parce que tout Rwandais se dit Congolais. Comme ils aiment être des Congolais, c'est-à-dire qu'ils envient le Congo, au lieu d'entrer, voler, tuer pour avoir, que ces gens viennent au Congo, qu'ils soient Congolais, et que le Rwanda soit considéré comme 146e territoire de la RDC, ils peuvent aussi bénéficier du programme de 145 territoires. Et en ce moment-là, je serai peut-être le premier administrateur du territoire du Rwanda. Je pense que c'est la seule solution. Pourquoi je dis ça? Ça semble être anodin. Quand on le dit, les gens sursautent rapidement. On craint le Rwanda. Pourquoi? Parce que le Rwanda nous a fait plus une guerre psychologique. Le Rwanda n'est rien. Le Rwanda n'a rien. C'est fortement la guerre psychologique. En profitant. Ils sont aidés par certains compatriotes qui relaient des vidéos, tout ça. Non, c'est la stratégie de la guerre. Il y a plusieurs stratégies de guerre. Ils emploient ces stratégies de guerre. Kagame, c'est un militaire. Ils emploient plusieurs stratégies de guerre comme ça. Ils sont dans le numérique, très puissants dans le numérique. Ils s'asseyent, ils vous ont déjà infiltré, comme un charasson dans un grain de haricot. Ils se sont déjà installés, c'est-à-dire eux qui vous attaquent. Ils savent ce qu'ils font. Vous êtes là chez vous, il y a un voleur qui vient chez vous. Ne pensez pas qu'il s'est levé du coup pour venir chez vous. Non. Il s'est préparé. Il y a une préméditation avant de venir voler chez vous. Mais quand il arrive chez vous, vous sursautez, le temps de vous préparer, il a de l'avance. C'est ce qui se passe avec Kagame. Mais maintenant qu'on l'a maîtrisé, sur le plan diplomatique, sur le plan même militaire, il ne s'est pas avancé parce que sa finalité totale, à ce que je sache, c'est Kinshasa. C'est ça sa finalité totale. Ce n'est pas seulement la partie Est, c'est Kinshasa. Parce que l'objectif capital, c'est d'asseoir l'hégémonie Tutsi pour contrôler l'Afrique centrale en termes géostratégiques. Ça, c'est l'ambition hégémonique de M. Kagame et ses acolytes. Maintenant, face à ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons continuer à danser, chanter? Non. Nous devons tout faire. Il faut une approche holistique. Il nous faut tout faire au même moment. Mais la priorité, qu'on ait un esprit focalisé sur la guerre. C'est un sujet qui vous passionne, chers téléspectateurs.
j'ai l'honneur, moi, d'être en présentiel avec lui. C'est l'énergie qu'il dégage quand il en parle. Vous sentez que c'est une passion, c'est quelque chose qui le touche dans son plus profond. Malheureusement, c'est pas le sujet de ce jour, mais il a été important que nous puissions aborder ces points, quoique ce n'était pas à l'ordre du jour, parce que cet éveil patriotique, cet éveil de conscience, on en a tous besoin. On revient au sujet d'actualité, sujet de l'émission. Vous étiez coordonnateur de l'Union Sacrée quand c'est là vous êtes arrivé. Demain, c'est la sortie officielle de l'Union Sacrée. Il y a une question qui revient presque sur tous les lèvres, c'est pourquoi une manifestation aussi mythique avec les chaos économico-social que vit la population actuellement. Par rapport à cette question, il faut relativiser. Hein, il faut relativiser. D'abord, sur le plan politique, c'est politique. C'est politique, c'est tout à fait normal. Chaque formation politique... Il y a un débat de chiffres qui s'invite. Oui, oui. On ne va pas y revenir, mais c'est... Chaque formation politique a la liberté d'organiser ses manifestations. Tout récemment, on a vu, par exemple, qu'il y a eu un conclave à Lubumbashi avec... soi-disant leader de l'opposition, parce que moi je ne sais pas s'il y a une opposition encore en République démocratique du Congo. Il ne gère aucune institution, ces gens qui se sont réunis à Lubumbashi, il y a certes des députés, un sénateur, un député, mais à l'Union Sacrée, les samedis, on aura le Premier ministre, le VPM Défense, le VPM Économie. C'est des têtes. Ouais, c'est pour dire que ceux qui étaient à Lubumbashi, ils ont organisé librement, personne ne les a dérangés. Il n'y a pas longtemps, un mois je crois, à Tchango, il y a eu un grand meeting avec le candidat malheureux Fayoulou. On a vu, personne ne l'a dérangé. Bon, pourquoi ça doit tiquer quand l'Union Sacrée fait? Vous comprenez? Il y a une liberté d'opinion, une liberté d'expression. Les gens peuvent s'inviter, faire ce qu'ils veulent, peuvent aller le faire au-dessus du fleuve. Ils sont libres de faire leurs activités politiques, surtout dans le sens où ça respecte les lois, n'est-ce pas? Les lois et les règles qui régissent la République. C'est tout à fait normal. Ils vont faire la sortie officielle de l'Union Sacrée demain. Politiquement, oui. Mais prenons les dessous des cartes. Ce qui est important, les dessous des cartes. Ok, allez-y. Qui va au stade? Malheureusement pour moi, c'est là où moi ça me blesse, c'est là où moi ça me choque. Comment ça? Ce sont les mêmes qu'on avait vus au stade quand on créait le FCC. Ok. C'était les mêmes. Ok. Et qui nous ramènent les mêmes pratiques. Ils étaient aussi au stade à l'époque. Ils ont fait le plein au stade à l'époque. Mais pourquoi nous devons faire ce que nous avons vomi? Pourquoi nous devons refaire Qu'est-ce qu'on avait vomi? On avait vomi le fait d'aller au stade. Qu'est-ce qu'on avait vomi? Non, nous disions... C'était pas la gestion, c'était pas la gouvernance. Était-ce question d'aller au stade ou pas? Pensez-vous que c'était ça? Aller au stade, pour moi, c'est anodin. Ok. Il y a des questions primordiales. Allez-y avec. Pouvons-nous penser aussi aller au stade? Ne fût-ce qu'une seule nuit. Pourquoi? Pleurer nos morts. Une seule nuit. Pleurer nos morts. Une seule nuit. Vous n'êtes pas dans les secrets de Dieu. Peut-être qu'il y aura une minute de silence. Il n'y en aura mémoire pas. de... Oui, c'est une minute. Okay. Mais ces gens-là sont morts pendant 30 ans. Vous leur consacrez une minute pour 30 ans. Ces gens-là, vous êtes au stade. Pendant que je vous parle, ils pleurent à Goma. Ils se mouillent. Pendant que je vous parle, plusieurs sont affamés. Mais vous avez l'argent pour aller au stade. Quel est le bénéfice du stade? Devons-nous rééditer les mêmes hérésies du passé que nous avons condamnées? Entre l'utile et l'agréable. Mais changeons quand même de paradigme politique. Pourquoi devons-nous faire les mêmes choses depuis 1960? Nous sommes inintelligents. Des abrutis. Ah non. Ah non. Le pouvoir, c'est la capacité de changer les hommes que vous dirigez. C'est la capacité
de changer le courant d'un destin collectif. Mais si nous continuons dans le même élan du Djalelo, Mobutu, Mouzé, Joseph Kabila, on revient encore aujourd'hui. Non, moi j'ai suivi le président Félix Tshisekedi. Demandez à ce qu'il soit critiqué sérieusement. Demandez au peuple d'être exigeant. C'est le président Tshisekedi. Mais ce que ces gens font autour de lui, c'est pas ce que le président Tshisekedi attend. Qu'est-ce qu'ils font au juste? Mais le Djalelo qui continue, qu'est-ce qu'il y aura demain là? Il y aura du matin au soir des Fatibé, Benton, Fatibé, Benton, et c'est tout. Mais vous disiez tantôt que c'est une manifestation politique, disons quoi à ça? Félix Tshisekedi Tshilombo, je mets ma main au cœur. Avec ou sans l'union sacrée, va gagner ces élections. Ok. Mais les gens viennent se faire quoi? S'agripper pour jouer les mêmes cartes qu'on a connues avant. Mais il n'a pas non plus une machine à créer des êtres humains. C'est-à-dire, il va faire avec la classe politique qu'il a trouvée. Il n'avait pas à Je vous répète que le pouvoir, oui, c'est la capacité à changer les hommes et à changer le courant de Mais justement, il va les changer en étant avec eux. En étant? En étant avec eux. Messieurs, vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Vous avez tué dans ce pays. Oui. Vous avez pillé dans ce pays. N'est-ce pas? Vous avez appauvri les Congolais dans ce pays. Et vous continuez à gérer. Sans honte, sans gêne. Ah non. Ah non. Nous sommes plus de 100 millions de Congolais. Il n'y a pas qu'eux qui doivent gérer ce pays. Qu'on expérimente avec d'autres, avec une autre vision politique. Sinon, nous refaisons les mêmes choses. Je crois qu'il y a un penseur, excusez-moi, ouais, un penseur, qui dit c'est idiot de penser avoir des résultats différents en faisant les mêmes choses. Comment peux-tu avoir d'autres résultats en faisant la même chose? Je comprends tout à fait votre frustration, mais c'est-à-dire moi mon souci. J'ai l'impression que c'est tourné vers la mauvaise personne. C'est pas Félix Tshisekedi qui les a élus. La plupart sont députés, sénateurs. Félix Tshisekedi les a subis. C'est pas lui qui les a élus. Ne devrez-vous pas vous adresser à cette population justement qui constitue l'électorat de la plupart de ces acteurs politiques que vous avez-vous déjà suivi un grand débat au niveau du Parlement, que ce soit le Sénat, que ce soit l'Assemblée nationale, un grand débat républicain? Cette législature, c'est un passage à vide de 21 000 $ et des palissades. Vous parlez de cette législature? Oui, okay. Je commence par là, c'est dans le présent. Oui. On pouvait se dire au Parlement, un débat, 30 ans après qu'on soit démocratique, la démocratie, qu'avons-nous gagné de la démocratie? Avez-vous déjà entendu un débat national sur l'économie de la République? Un débat national sur la sécurité de la République? Il y a des débats sur la reprogrammation, par exemple, militaire. Il y a les débats sur le budget. C'est la proposition de la loi. On veut juste faire la réforme. Soumis à un débat. Non, non, je dis la réforme. Oui. Non, j'ai dit un débat républicain. Un débat républicain. Et on amène quelque chose, on dit oui, oui, non, et puis on vote, c'est tout. Non. Il y a des questions capitales. La loi portant statut d'ancien chef de l'État. Vous voulez qu'on revienne là-dessus? Mais c'est une bêtise. C'est une bêtise républicaine. Ça a été débattu à l'Assemblée nationale. Mais oui, par qui? Par les mêmes. Vous demandez aux députés de revoir leur émolument. Est-ce possible aujourd'hui? Pourquoi pas? Il n'y a pas de classe politique responsable. C'est pourquoi vous avez suivi le chef de l'État s'adressant au ministre, je crois c'est hier, après leur séminaire. Il a demandé au ministre qu'ils considèrent leur ministère comme un apostolat. Si on arrive à ce cap-là, ça sera très important pour le Congo. Mon ami Christopher, vous et nous devons changer le destin de ce pays. Et ce destin partira par notre changement d'abord personnel. Changeons nous-mêmes.
Changeons. 60 ans après, 63 ans maintenant. Qu'avons-nous fait du Congo? Un grand débat au niveau de l'Assemblée. Sur le plan politique, on dresse un bilan. Sur le plan économique, on dresse un bilan. Sur le plan culturel, on dresse un bilan. Sécuritaire, un bilan. On n'en a jamais. Comment vous pouvez chercher à évoluer pendant que vous êtes incapable de faire un diagnostic? C'est un navire qui a voilà, navigué pas sur une eau aisée. Il y a de l'autre côté l'agression rwandaise, il y a de l'autre côté les différentes crises mondiales. Écoutez... Vous confirmez ce que je dis? Mais le Rwanda réussit par quoi? Parce que les mêmes sont là. Ce sont les mêmes qui étaient avec les Rwandais. Se sont-ils déjà séparés? Reste à savoir. Pour vous, il faut tout mettre à la poubelle. La loi, c'est une loi. Le moratoire sur la peine de mort. Pourquoi il y a eu ce moratoire-là? Pourquoi? Pour protéger tous les Rwandais, que vous ne les assassiniez pas. Pourquoi ça traîne? C'était un moratoire de 6 mois, je pense. Mais ça fait des années aujourd'hui. Plus de 10 ans. Le moratoire sur la double nationalité. À cette époque, on avait trouvé presque les 3/4 de l'Assemblée qui détenait la nationalité. Ouais. Okay. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui ce moratoire n'a jamais été levé? Voilà des questions fondamentales de la République. Mais après, ça s'appelle à un autre débat. Il y a les débats de la co-détention de la nationalité congolaise avec une tierce nationalité. Est-ce que ça appelle au débat? Ça n'appelle même pas au débat, mon frère. La Constitution est claire, je crois que c'est l'article 10. Mais une seule, elle est exclusive. C'est-à-dire, du moment où on vous trouve avec une autre nation, vous avez déjà perdu. Et vous ne pouvez pas exercer. Mais seulement quand on vous arrête, là on sait que vous êtes français, vous êtes belge, vous êtes anglais. Mais quand vous pillez le Congo, là vous n'êtes pas français, vous n'êtes pas belge, vous n'êtes pas anglais. Voilà le pays. Et vous voulez qu'on réussisse comment? Les fondamentaux, on doit les asseoir. Vous comprenez? Donc c'est très capital, c'est dans ce paradigme. On est dans l'union sacrée, pas l'union sacrée FCC. C'est que l'union sacrée FCC. Ouais. Donc l'union sacrée, que le président a appelé, les gens viennent, mais ils nous font du FCC. On nous remet dans le dialogue. Et les mêmes qui sont là, et sont les mêmes qui sont les donneurs encore des leçons. Et c'est eux, les mêmes là, qui tiennent le train, qui tiennent la locomotive. Quand est-ce que nous allons asseoir le paradigme que nous avions? C'est pourquoi vous voyez le président de la République souffrir. Il se sent presque seul. Presque seul. Mais que fait-il pour se sentir accompagné? Pardon? Quelle manœuvre est-il en train d'amorcer pour se sentir accompagné? Non, maintenant on voit comme il se débarrasse déjà. Il commence à se débarrasser. Ça maintenant. Ouais, il se débarrasse. C'est long, la lutte est longue. C'est-à-dire quoi? Mon souci était de faire voir, il faut un diagnostic réel du pays. Vous comprenez? Ce diagnostic réel va nous définir le vrai Congo. Le Congo lui-même d'abord, c'est quoi? Est-ce que nous sommes un État comme les autres? Je ne pense pas que nous sommes un État exceptionnel. De par notre création. Mais ce Congo-là, si nous le connaissons, nous saurons comment l'armer pour le futur. Quelle est la vision ou l'objectif capital du Congo? Voulons-nous créer quel type de société demain? Et demain, c'est quand? Quelle est la projection dans 10 ans? Dans 20 ans? Dans 30 ans? Allons-nous rester toujours dans les mêmes choses? Tel vient les routes, les écoles, tel vient les routes. Pourtant, le nœud gordien de notre développement, c'est son esprit, c'est le Congolais. Qu'il faut d'abord transformer. Qu'il faut d'abord. Justement, d'accord, très d'accord. Cet homme doit vivre. Très d'accord, très d'accord. Il faut d'abord transformer ce Congolais. Transformer le Congolais, parce que tant que le Congolais ne changera pas, le Congo aussi ne changera jamais.
L'acteur principal, c'est l'homme. Changer. Quelle est cette alternative-là? Comment va-t-on faire justement pour changer cet homme si vous fustigez le fait que les différents acteurs politiques qui se présentent sur le devant de la scène présentent presque les mêmes programmes? Je reprends vos mots, il y a l'école, il y a les routes. Ben, n'est-ce pas de programmes homocentriques qui mettent l'homme au centre? Non, non. L'homme qu'on doit transformer, c'est celui qui sait qu'on a construit une école que je ne dois pas détruire. À quoi servirait de construire une école que demain, moi, je viens... Où acquérir cette notion-là? Mais c'est ça, c'est pourquoi il faut transformer l'homme, un leadership fort, comme celui de Fachi, mais qui n'est pas relayé. Je vous donne un exemple. Le président Fachi va au 77e sommet des Nations Unies. Il a tenu un discours révolutionnaire fort. Mais sur le terrain, on ne l'a pas senti. C'est peut-être c'est vous de l'Union sacrée qui n'avez pas relayé ça. Il a parlé en tant qu'institution. Quelle est l'institution? Il appartient tout d'abord à une famille politique qui porte sa vision. Non, 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 non. Ben oui. La famille politique est privée. Je suis d'abord sur le plan institutionnel. Sur le plan... Qui vous dit qu'un membre, un cadre de la Mouka serait d'accord avec le discours patriotique que le chef de l'État aurait tenu ailleurs? Non, non, là je Parce que pour eux, c'est un adversaire. Non, 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 c'est ça le mal. C'est pourquoi je me suis demandé s'il y a d'opposition en RDC. Comment ça? C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut refaire la politique. Je vous parlais tantôt de la Mouka. Oui, vous avez parlé de l'IFC, c'est qui est l'opposition. Mais oui, vous les citez. Est-ce que l'opposition, c'est parce qu'on dit que vous êtes opposant? Non, c'est parce qu'ils le sont qu'on les cite. Non, ils le sont, c'est par rapport à la loi. Mais moi, j'entre dans la profondeur de l'opposition. C'est quoi cette profondeur? Mais c'est apporter aussi un paradigme mais contraire. Ils apportent leur paradigme, mais on a vu... Lequel? Il y a l'FCC qui a demandé à la population de ne pas s'enrôler. Ils ne croient pas à ces processus électoraux. Ils refont ce que l'UDPS avait fait. Voilà. C'est la répétition. Voilà. C'est la répétition. Voilà. Il y a la dynamique des opposants. Même sémence pourrie, la même sémence politique pourrie, qui va de génération en génération. On doit arrêter, mon frère. Posons un halte. Regardons en arrière pour nous poser de vraies et de bonnes questions. Qu'avons-nous fait de ce Congo de Lumumba depuis 1960? Qu'avons-nous fait? C'est ça, je demande ce diagnostic. Prenez un député par hasard, vous êtes un journaliste attitré. Un diagnostic à la hâte, vous n'en aurez pas. Sur le plan sécuritaire, sur le plan politique, sur le plan... la question qui regrettait beaucoup de choses et j'ai suivi certaines de ses résolutions où il parlait de ne plus accepter le compromis à la bêtise, par exemple. Le compromis à la bêtise, il a pris beaucoup de résolutions pour vous répondre qu'il y a quand même quelques-uns qui regrettent et voilà. Bon, parce que moi, c'est pas souvent citer les gens, mais c'est pas s'il a eu le temps de demander pardon aux Congolais. Après avoir versé le sang de mes frères et mes sœurs à l'Est avec leur CD. Qu'on ne s'amuse pas avec les Congolais. Il faut que ce temps-là s'arrête. Parce qu'on a fait du Congo une blanchisserie où n'importe qui peut dire n'importe quoi, sans remords. Les nôtres pleurent. Il y a des enfants qui sont restés orphelins jusqu'à aujourd'hui, qui n'ont même pas su étudier pour assurer leur avenir. Parce qu'eux ont versé le sang de nos frères et de nos sœurs. Il faut avoir de remords. Il faut avoir du respect. Moi, je pense qu'il y a des gens qui devaient profiter de cette occasion pour se taire en République démocratique du Congo. Tuer, ce n'est pas un jeu. Vous décidez, vous, de mettre fin à la vie de quelqu'un qui pourrait être président, peut-être le salut de ce pays. Non. Le problème, c'est dire, il nous faudra aujourd'hui poser des vraies questions et des bonnes. D'où venons-nous? Où sommes-nous? Où allons-nous? Okay. Que devons-nous faire pour améliorer? On ne le fait pas. La question sera peut-être posée au stade. À qui? Et qui va répondre? Et qui va poser? Merci. On est en train... Ceux qui viennent, ils viennent à l'Union sacrée, il nous faut encore danser. Nous avons besoin que nos danses se transforment en de vrais Congolais. Dernière question. Seriez-vous au stade demain? Y faire quoi? Allez, merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci au docteur Patrick Bala d'avoir été de nôtre. Merci. Merci, c'était un honneur de vous avoir sur plateau. Et merci à vous. Restez scotchés sur votre média. Rendez-vous dimanche à 17h15 pour la rediffusion. Quant à tout à l'heure, portez-vous bien et bonne continuation sur votre chaîne. Merci.